Monsieur Rusesabagina, vous avez été dans l'actualité locale au Rwanda comme étant un des financiers des FDLR. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cela? En principe, j'avais réagi bien avant ce procès qui a été tenu dernièrement à Kigali. Je ne sais pas si vous avez lu ma communication du 6 avril 2008. Le 6 avril 2008, j'avais sorti un texte d'environ 12 pages qui mettait en évidence ce que j'appellerais la complicité entre le gouvernement rwandais, quelques rescapés du génocide, aussi bien que les prisonniers qui vont torturer dans les prisons, pour les convaincre, afin de les convaincre à témoigner contre moi, à m'appeler d'abord Interahamwe, à m'appeler génocidaire. Dans ce texte, j'avais mis en évidence comment ils avaient été consultés, Valérie Bemeliki, comment ils avaient consulté un certain Grégoire qui était conseiller du secteur de Kimisagara. J'avais également parlé de Setiba et également de Karekezi Amri qui avaient été harcelés et torturés afin qu'ils témoignent contre moi. Alors ce que je vois à Kigali n'est pas étonnant pour moi, mais ce qui plutôt m'étonne et me touche, c'est que le gouvernement au Rwanda, apparemment, il n'y a plus d'hommes libres, puisqu'il n'y a que des prisonniers qui témoignent contre les gens. Ça me surprend de voir que le gouvernement rwandais n'a pas d'autres témoins que des prisonniers. Mais le tout dernier élément, c'est justement le colonel Noël Habiyaremye qui affirme, disons selon les médias, que vous avez été en contact avec lui, que vous lui avez transmis une certaine somme d'argent, qu'il y a des preuves, des emails échangés, des papiers Western Union. Est-ce que vous connaissez déjà le colonel ou le lieutenant-colonel Noël Habiyaremye? Je ne le connais pas personnellement. Je ne connais, disons, aucun officier des FDLR qui est au Congo. Mais dans ma qualité d'humanitaire, il se pourrait que peut-être j'ai rencontré quelqu'un dont je me rappelle plus le nom. Mais à moins que cette personne ait voyagé et on se serait rencontré ici en Belgique. Autrement, je ne connais personne des FDLR. Et également, selon les FDLR eux-mêmes, s'il faut être logique, les FDLR eux-mêmes ont déclaré qu'ils ne connaissaient pas que ce colonel n'était plus membre de leur organisation depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qu'il représentait, ce colonel? Bon, alors, le colonel a avoué, et justement a mentionné votre nom. Est-ce que vous êtes prêt à témoigner, soit physiquement, soit par téléconférence ou par d'autres moyens, devant un tribunal rwandais pour ne fût-ce que vous disculper ou prouver votre innocence? Disons que personnellement, je n'ai pas besoin de témoigner contre une justice injuste. On sait au Rwanda qu'il y a ce qu'ils appellent les jugements, mais la justice, le mot justice n'existe plus au Rwanda. S'il faudrait que j'en dise ceci en Kinyarwanda, on dit mu Kinyarwanda ngo ubungubu imanza ziracibwa habaho ubucamanza ariko ubutabera ntabwo bukibaho. Alors il serait très inutile, tout à fait inutile de me présenter dans un tribunal sachant d'emblée la sentence. Ce n'est donc pas la peine. Bon, alors, la stratégie qui a été utilisée par le passé, c'est que justement, vous refusez de vous présenter au tribunal. Le procès se tient par contumace et vous recevez une peine 18-20 ans de prison et peut-être avec un mandat d'arrêt. Est-ce que vous envisagez ce scénario? Je ne crois pas que Kagame ferait cette bêtise. Connaissant beaucoup d'autres trucs qu'il a tenté, il se mettrait lui-même en difficulté en organisant ce mandat d'arrêt international pour moi. Il a essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Alors, je parle du système judiciaire et vous mentionnez le nom de Kagame. Pourquoi est-ce que Kagame chercherait votre peau? Au départ, je croyais que Kagame cherchait ma peau, puisqu'il avait peur que j'allais faire la campagne électorale,
que j'étais candidat au présidentiel du mois d'août cette année. Mais finalement, j'ai constaté que ce n'était pas le cas, seulement cela. Bien que le New Times, le Kigali New Times, a toujours insisté et persisté, disant que Paul viendra au mois de juin pour faire sa campagne. Comme je vous l'ai dit il y a 2 ans, je renouvelle ce que je vous ai dit il y a 2 ans. Je ne suis pas candidat au présidentiel. Le gouvernement rwandais insiste. Ils ont même dit à mes amis à Washington DC que j'allais présenter ma candidature au mois de juin. Ce qui est tout à fait bizarre puisque je n'ai jamais dit à personne. Et de toute façon, si on doit faire la campagne, il faut se préparer, il faut le dire. On ne fait pas la campagne électorale en secret. Mais j'ai constaté que peut-être la raison pour laquelle Kagame n'est pas très content de moi, c'est toujours emporté contre moi puisque j'ai toujours dénoncé tout ce qu'il fait, combien de gens il a massacré à Rwengeri, à Byumba, pendant la guerre, après la guerre, et pendant le génocide, même ce qui se passe, je dénonce officiellement et publiquement ce qui se passe, ce que le gouvernement rwandais fait aujourd'hui aux Rwandais qui sont à l'intérieur du pays et des menaces qui profèrent les Rwandais qui sont à l'exil. Vous avez dit tout à l'heure que le génocide était devenu un produit vendable et qui est d'ailleurs vendu et qui rapporte de l'argent, que les prisons sont devenues du business. Expliquez-moi ce que vous voulez dire par les prisons qui sont devenues du business. Les prisons sont devenues un business et un grand business pour le FPR. Aujourd'hui, on vise quelqu'un qui a une maison, quelqu'un qui a de l'argent. Cette personne est mise en prison et sa famille, la prison ne nourrit pas les prisonniers, le gouvernement ne s'en occupe pas. Ils sont normalement entretenus par leur propre famille. Alors, c'est que aujourd'hui, ils construisent des restaurants dans les prisons et alors, ce sont les gens du FPR qui nourrissent les prisonniers, qui apportent la nourriture aux prisonniers dans les prisons. Ce qui est aberrant, puisque si on vous demande par exemple 20 000 francs rwandais par mois pour votre prisonnier, vous ne savez pas si votre prisonnier a mangé le déjeuner, vous ne savez pas s'il a mangé le dîner, vous ne savez pas quelle quantité de nourriture votre prisonnier aura mangé. Et ça devient un business que l'on donne aux favoris du régime en place. Votre thèse que vous avez défendue depuis longtemps, c'est l'instauration de la commission Vérité et Réconciliation. Or, on a vu par exemple en Afrique du Sud que Vérité et Réconciliation ne signifiait pas nécessairement justice pour tous. Or, les gens, les observateurs disent qu'au Rwanda, actuellement, on a la justice pour les uns et pas pour tous. Votre théorie de commission de vérité et réconciliation, est-ce qu'elle amènerait la justice pour tous ou c'est l'injustice pour tous? Disons, le pardon, l'oubli de tous ces crimes, un nouveau départ. Disons que en Afrique du Sud, vous avez tout à fait raison, en Afrique du Sud, la justice n'a pas été rendue comme justice. Mais au moins, les Sud-Africains se sont assis quelque part, ils se sont regardés dans un face-à-face et se sont dit, mais écoutez, nous sommes tous tués. On s'est massacrés dans tous les cas, en tous les cas. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en a profité? Qu'est-ce qu'on a gagné? À la fin du circuit, ils n'avaient rien gagné. On dit en Kinyarwanda que si on battait les chiens, à cause tout simplement de la façon dont les chiens s'assoient, on battrait tous les chiens. Beaucoup de Rwandais ont trempé des deux côtés, des côtés les Rwandais ont trempé dans les massacres, dans le génocide, dans les génocides, dans les crimes de guerre, dans les crimes contre l'humanité, même des actes de terrorisme, comme les appels, comme les qualifient. La résolution 955 du 8 novembre 1994 qui qualifiait le génocide rwandais. Alors, s'il faudrait punir, sanctionner les Rwandais qui ont été impliqués dans ces massacres du début à la fin, pratiquement
notre monde serait un peu. C'est ce qu'on appelle œil pour œil et dent pour dent. Là, il y a un risque. Si on applique cette théorie d'œil pour œil, dent pour dent, il se pourra qu'on va massacrer tous les Rwandais, puisque tous seraient normalement condamnés à mort. Alors, où est la solution? Est-ce que la solution ne serait pas le pardon? Si la solution est le pardon, il faut que la solution soit le pardon. Si la solution pour moi est d'amener notre monde en prison, amener notre monde en prison. Mais il faut qu'on s'assoie, que l'on dise la vérité, là on arrivera à quelque chose. Alors pour finir, je voudrais avoir votre commentaire sur l'évolution actuelle de la scène politique et sécuritaire au Rwanda. Il y a des grenades qui explosent ici et là, il y a des généraux qui fuient, d'autres qui sont emprisonnés, des politiciens qui sont emprisonnés. Vous croyez que les élections d'août cette année vont se dérouler normalement ou bien vous craignez le pire? Moi je conseillerais que les élections soient remises à une date ultérieure. Puisque nous avons vu ce climat où les gens se sont lancés des grenades, les gens ont lancé des grenades vers les années 93-14, peu avant le génocide, on entendait des gens qui étaient massacrés dans des bars, dans des stations de bus, stations de taxi, etc. Dans les maisons, même dans les maisons privées, on entendait des gens qui se faisaient assassiner quand ils essayaient de rentrer chez eux le soir. La situation était très tendue. Et cette fois-là, nous étions en guerre. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Mais quand on voit que même sans guerre, il y a des gens qui fuient le pays, ça sent mal, ça sent très mauvais. Cette odeur pue. Ça pue quelque chose. Alors, ce qui se passe au Rwanda, pour moi, ce qui se passe au Rwanda, c'est très inquiétant. Comme si, depuis que c'est inquiétant alors, moi je conseillerais que les élections soient reportées, que la paix soit rétablie, puisque c'est dans l'intérêt du président actuel, Paul Kagame également, puisque le seul produit qu'il a à vendre sur le plan international, c'était la sécurité. Il avait sécurisé son propre. Et aujourd'hui, que ce produit, il ne l'a plus. Alors, pour moi, ce n'est pas la peine de maintenir les élections. Merci beaucoup et bonne...